Bonjour, je vous invite à découvrir dans cette vidéo la méthode 7 étapes simples pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure. Je m'appelle David Nikema, j'ai 18 années de mariage et ma relation amoureuse n'a pas toujours été comme un fleuve d'eau tranquille, quand bien même beaucoup de nos connaissances nous regardaient avec envie parce qu'ils ignoraient tout simplement la réalité. Mais le jour où j'ai eu accès à cette méthode, à la méthode 7 étapes simples pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure, tout a beaucoup changé pour nous comme par miracle. En effet, c'est très tôt, dès l'âge de 13 ans, que j'ai commencé à la faveur de certaines circonstances à m'intéresser aux questions relatives à la vie amoureuse. Et croyez-moi, rares et même extrêmement rares sont ceux qui, étant entrés dans une relation amoureuse, n'ont pas connu des blessures à quelque degré que ce soit avec leur lot de douleurs et de souffrances. Ces souffrances ont des impacts malheureusement trop négatifs sur ces personnes, leurs proches et même sur la société en général. Dans le journal Le Monde du 3 juillet 2018 par exemple, selon le ministère, je cite, selon le ministère de l'Intérieur, 123 femmes ont été tuées par leurs compagnons, ex-compagnons ou amants en France en 2016. C'est vraiment choquant parce que c'est une victime tous les 3 jours. On se rappelle qu'en 1997 plutôt, plus de 80 femmes ont été tuées par leurs compagnons en Espagne. Si l'on se penche bien sur la question, l'on verra qu'à la clé, les blessures amoureuses y sont en grande partie pour quelque chose, quand bien même cela ne peut justifier de tels comportements. Mais c'est là une preuve qu'il faut prendre ce mal social à bras le corps, chacun à son niveau, pour éviter ces sortes de dérives extrêmes. On le sait, les blessures dues à la relation amoureuse est une blessure émotionnelle et en tant que telle, produit des douleurs inouïes dans l'âme de sa victime. L'amertume devient profonde, le cynisme assombri, le sentiment amoureux sapé, une vie intérieure profondément bouleversée et désarticulée. C'est le lot d'une grande partie de la population mondiale cependant. Il touche les hommes et des femmes de toute classe sociale, leaders religieux, leaders politiques, hommes d'affaires brillants, simples citoyens sans aucune célébrité par exemple. Il est tel qu'à cause de lui, je parle de ses blessures, ce mal donc, est tel qu'à cause de lui, beaucoup ne peuvent jouir de leur partenaire de vie, de leur relation amoureuse et même du fruit de leur succès professionnel, financier, etc. Le plus souvent acquis avec beaucoup de lutte, de sacrifices et de douleur. Et c'est le comble, je le sais. Je suis passé par là et je vous en parlerai tout à l'heure. En attendant, je vous promets que les révélations que vous êtes sur le point d'accéder dans cette vidéo vont beaucoup vous aider à changer votre vision des blessures amoureuses, vous faire voir le chemin de sortie de ces choses, de ces blessures, chemin auquel vous n'avez jamais imaginé à cause de votre programmation mentale et émotionnelle. Vous amener à voir comment vous êtes vous-même à plus de 80% responsable de vos blessures, tout en croyant que c'est votre partenaire de vie qui vous cause des ennuis, rendant ainsi la résolution de la situation compliquée alors que c'est beaucoup plus simple. Cerner comment grâce à ce système, à un système de fonctionnement créé par l'interaction, votre couple fixe les conflits et blessures cycliques ainsi que les souffrances et la perte d'harmonie intérieure qui en résultent sans jamais savoir comment rompre avec. Vous aider à prendre conscience, à prendre connaissance plutôt du processus mental, émotionnel et comportemental qui engendre conflits et blessures dans une relation et comment s'en extraire, reprendre le contrôle sur vous et agir à transformer même ce système de fonctionnement problématique au cœur de vos conflits, blessures, douleurs et perte d'harmonie intérieure et bien plus encore. Pourquoi puis-je vous en parler avec autant d'assurance? Au fait, dès l'âge de 13 ans, je me suis mis à étudier ce qui peut faire réussir une vie conjugale et à 28 ans, je me suis marié. Et jusqu'à cet instant où je vous parle, je n'ai jamais cessé de lire, de suivre des séminaires, des conférences pour affiner et augmenter mon pouvoir à réussir cette relation amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? À 13 ans, alors que je lisais un jour les affaires de mon père, je fouillais un jour les affaires de mon père, je suis tombé sur un livret dont la lecture a été pour moi le départ d'une très grande passion. Ce livret traitait d'un aspect particulier de la vie du couple, le choix du futur conjoint en l'occurrence. L'auteur a beaucoup insisté sur la nécessité de bien faire le choix, démontrant que c'est le succès de la relation conjugale y trouvait en grande partie sa base.
il a conclu que cela était très important, d'autant plus que pour lui, une relation conjugale réussie est un avant-goût du paradis, le contraire celui de l'enfer. Évidemment, cela a eu un très grand effet sur mon petit esprit. Et pour me donner les moyens de ne pas échouer, je me suis donc dit, mieux vaut donc se préparer, mais comment? En cherchant toutes les informations susceptibles non seulement de m'aider à bien mener mon choix, mais aussi à réussir une fois marié à construire la meilleure des relations qu'un homme puisse avoir avec son épouse. C'est ainsi que j'ai commencé à économiser de l'argent. Je fréquentais les librairies pour m'acheter des livres sur le sujet. Et voici quelques-uns d'ailleurs qui furent parmi mes premières collections. Rencontres entre garçons et filles. L'amitié entre garçons et filles est-elle possible? Comment t'aimer? Chérie, comprends-moi. Avec qui me marierai-je? L'amour est un sentiment qui doit s'apprendre. Choisis ta fiancée. Comment bâtir un mariage heureux et bien d'autres. Je me disais qu'avec tout ce bagage, il n'y a pas de raison que je ne puisse surmonter facilement les éventuelles difficultés, puisqu'à cela, il faut ajouter les conférences, les séminaires dont je ne sais plus le nombre auxquels j'ai pris part en relation avec la vie de couple. Mais hélas, les choses ne sont pas allées comme je l'entendais. Une fois marié, les difficultés à s'entendre n'ont pas tardé à jaillir. Les conflits, les mésententes avec tout leur lot de douleurs, de blessures, d'humiliations étaient non seulement profonds, mais quasi quotidiens. La déception, le désenchantement, le découragement étaient nos états d'âme. J'en étais chagriné, dégoûté du mariage, de la vie conjugale et même de ma femme. Je ne me rappelle plus d'ailleurs combien de fois elle a eu à me dire « Je regrette de t'avoir épousé ». Et vous ne saurez non plus savoir jusqu'où j'étais profondément blessé par ce coup de poignard dans l'âme. Nous passions tout notre temps à nous blesser et de temps en temps on vivait une période d'accalmie, puis un vent venu de nulle part ravivait le feu et l'attisait. Cependant, à l'instar de bien d'autres couples, certains qui nous regardaient nous enviaient, croyant que notre union était comme un fleuve de tranquille. Notre union en réalité était sans chaleur. Nos âmes étaient dégoûtées l'une de l'autre. Il n'y avait plus de sentiments amoureux, de passion l'un pour l'autre. Au contraire, ce que l'un suscitait à l'autre n'était que sentiment de répulsion et non de plaisir ou de joie. Toutes mes connaissances soigneusement accumulées en vue de pouvoir mener une vie de couple réussie étaient comme inutiles et d'aucun secours. Je savais que des choses peuvent être faites. Je savais aussi qu'en les faisant, je pourrais au moins obtenir une certaine tranquillité, une certaine entente. Je savais aussi par mes études, mes observations personnelles et mes propres expériences qu'il existe un moyen de faire en sorte que l'amour revive, que les sentiments amoureux reprennent le dessus. Tout ce dont je me souviens, c'est que ce n'était pas le manque de volonté que je n'avais pas. Ce n'était pas non plus le manque de connaissances ni de méthode ou stratégie. J'étais simplement incapable. Je me suis alors rendu compte que pour certaines questions, soit vous êtes capable ou vous n'en êtes pas, et les choses demeurent ainsi à l'état pourrissant, tandis que vous vous enfermez dans la résignation et l'amertume. Vous pouvez pour votre consolation développer une philosophie qui rend votre sort plus ou moins endurable, mais qui de toutes les façons ne vous libère pas du moins des souffrances que vous vivez. Des sensations comme de spasmes traversaient toujours mon âme et me ramenaient toujours à la case départ à chaque fois que je prenais la décision d'agir pour changer positivement les choses. C'est comme des blocages ou murs émotionnels s'élevaient au-dedans de moi et m'empêchaient d'accomplir ou de poursuivre les actes, gestes et attitudes envers ma femme qui pouvaient apporter la paix et restaurer l'harmonie. En outre, plus j'essayais de vivre en paix avec elle, non seulement je n'arrivais pas à me contenir, à m'empêcher de dire certaines choses désagréables ou à avoir certains comportements qui blessent, mais pire, plus je veux m'attendrir, plus les faits et gestes de mon épouse devenaient de plus en plus insupportables. Comme si une intelligence maléfique insufflait à l'un comme à l'autre ses comportements, à la fin de nous retenir dans une sorte de conflit cyclique avec les blessures, douleurs et souffrances atroces qui en résultent. Ce n'était donc pas une question de savoir ou de stratégie. Mais quoi donc? Que me fallait-il? Je crois que c'est aussi la question que vous vous posez, n'est-ce pas? Pour moi, la réponse m'a paru comme évidente. Prendre sur moi la complète responsabilité de changer les choses plutôt que de vouloir y arriver avec la participation de ma femme, du moins dans les premiers instants. Cela m'a fait découvrir qu'on peut arriver à éliminer ses blessures et obtenir sa guérison, non pas parce qu'on est parvenu à l'harmonie avec son partenaire de vie, mais que c'est plutôt en les obtenant qu'on arrive. C'est plutôt en obtenant à éliminer ses blessures et en obtenant sa propre guérison
qu'on arrive à être en harmonie avec son partenaire de vie. J'ai donc compris au vu de la situation qu'il me faut assumer cette responsabilité d'ouvrir la brèche, de frayer la voie. Comme le dit l'adage, il faut allumer une bougie au lieu de maudire les ténèbres. C'est d'ailleurs ce que Carlos Davis et Maria Mercedes de Beltran confirment lorsqu'ils co-écrivent, je cite, « Nombreux sont ceux qui se sentent malheureux, infortunés et opprimés par les circonstances. Ils sont attentifs aux méchancetés et injustices que le monde a pour eux et se plaignent tout le temps de leur existence, mais ils ne font rien pour la changer. Ces gens se complaisent dans la pitié pour eux-mêmes. Ils nient leur pouvoir d'agir sur leur destin et se déchargent de leurs responsabilités sur les circonstances externes. Quand vous pensez que quelque chose ou quelqu'un est la cause de votre malheur et que vous ne pouvez rien y faire, vous vous mettez en situation de victime. Or, les gens qui se perçoivent comme victimes n'apprennent rien de leurs propres erreurs. Par conséquent, même s'ils changent complètement d'environnement et établissent des relations avec des personnes différentes, ils se retrouveront dans le même pétrin au bout de quelque temps. Fin de citation. J'ai pris tout moins conscience qu'il me faut faire quelque chose plutôt que de se résigner à ce sort. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment très malheureux, profondément déprimé, découragé et en proie à la détresse. À telle enseigne que mon âme était envahie d'amertume que seule cette strophe d'un poème de Charles Baudelaire décrit au mieux, et je le cite, « De longs corbillards sans tambour ni musique défilent constamment dans mon âme. L'espoir vaincu, l'angoisse atroce despote sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Il m'était devenu comme impossible de me retenir d'éclater en colère au moindre geste de ma femme. Il n'y avait plus place à l'écoute chez moi, sinon que riposte, parce que toute observation était considérée comme une attaque personnelle. Je jetais toute la responsabilité de la tournure négative des choses sur ma femme, ne pouvant même pas imaginer une seconde ma propre responsabilité à quelques égards ou niveau que ce soit. J'étais au fond de moi rempli de honte, me sentant humilié par le sort, mais ce qui allait vraiment me pousser à sortir de ma misère fut le fait que j'ai remarqué que jusque dans mon être physique, j'étais atteint. Il me semblait que les douleurs émotionnellement éprouvées, psychiquement expérimentées, ressenties par les nerfs ont fini par être gravées dans mon corps et ressenties dans mon corps, comme s'il y avait des plaies vives. Et ce n'est pas tout. Je n'arrivais plus à dormir tant le cerveau, à force de ruminer des scènes de dispute et d'imaginer bien de choses macabres, a fini par s'habituer à ainsi fonctionner, tant et si bien que lorsque je fermais les yeux, impossible qu'ils cessent de tourner. C'est alors que se produisit en moi le déclic, et je dirais même la révélation ou l'inspiration. Ma femme était certes auteure de bien de choses désagréables à mon égard, tout comme je l'étais à son égard. Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas ce qui me blessait en réalité. Ce qui me blessait, ce qui me causait douleur était au fond à moi-même. C'est bien lié à mon caractère, ma personnalité. Ma femme, elle, était certes coupable, mais j'étais responsable de mes propres blessures de douleur. Et pourquoi? En fait, c'est ce que je faisais des faits et gestes de ma femme qui me blessaient. Cela tient à mon propre fonctionnement intérieur qui faisait de moi un réceptacle favorable à tout ce qui provenait d'elle de négatif. L'ironie du sort est que même cette manière de fonctionner me faisait transformer bien de choses positives de sa part en négatif pour moi. J'étais donc mon propre bourreau. Je me servais plutôt de ces faits, gestes, comme d'un poignard que je retournais contre moi-même pour lui imputer la responsabilité de mes blessures ensuite. C'est comme si quelqu'un se présentait à vous avec un poignard et que vous vous en saisissiez pour vous poignarder, puis porter plainte contre elle, contre cette personne, avec le prétexte qu'elle s'est présentée à vous avec un poignard et que vous ne pouviez que vous comporter ainsi. J'avais en moi donc des répondants qui faisaient que non seulement je me sentais blessé par ces attitudes et actions, mais aussi je me laissais entrer dans des disputes qui, une fois déclenchées, deviennent difficiles à arrêter. Ça devient même, je dirais, cyclique, puisque la soif de vengeance vient s'y attacher, puis le désir d'avoir raison ou le sentiment d'avoir remporté le dernier round à tous les combats. Difficile à décrire. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui comment ces choses ont pu changer comme par miracle. Mais je sais qu'il a fallu faire un choix, prendre une décision et se condamner à avancer dans le bon sens. Et là, la providence me guide. Je découvre petit à petit ce qui doit être fait, la bonne manière de le faire et l'ordre dans lequel chaque élément doit être fait, etc. C'est ce processus qui m'a conduit à comprendre que ce qu'on sait
est important, mais cela ne suffit pas. Il faut une puissance, une énergie intérieure qui nous donne d'agir suivant ce qu'on sait et mieux, avec plaisir et joie pour avoir les résultats qu'on veut. Et c'est bien là que j'ai découvert la carence d'informations que j'avais reçues. Elles avaient certes du bon contenu, mais plus focalisées sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, un peu comme de la morale, des dogmes ou des principes sublimes à mettre en pratique, mais ne mettant pas l'accent sur les leviers intérieurs, la transformation intérieure qui produit la puissance, la force de l'âme qui pousse à faire, qui donne du plaisir même à faire. Elles ont raté l'essentiel. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas faute de savoir ce qui doit être fait qu'on ne le fait pas, mais c'est faute de pouvoir. Ce pouvoir qui est pour moi la combinaison de la sagesse et de la puissance permet de vivre vraiment ce qu'on sait. Fromentin disait d'ailleurs que le bonheur consiste dans l'égalité des désirs et des forces. Si vous n'avez en vous pas de force, d'énergie, de puissance, en somme, le pouvoir proportionnel à vos aspirations, à vos désirs, vos rêves ne resteront que piètre vœux. J'étais responsable de mes blessures ainsi que des douleurs et des souffrances qui en résultaient. C'est en moi que se trouvaient les répondants qui faisaient de moi, qui faisaient que je transformais en instrument de blessures, d'autoflagellation et de souffrances inouïes les actes, les gestes, les attitudes et paroles de ma femme à mon endroit. Et tout cela, en fait, était le fruit d'un processus que j'ai pu bien observer et noter, qui participe à l'édification, la consolidation d'un système de fonctionnement propre à favoriser le déclenchement des conflits, des blessures et des douleurs chez chacun des partenaires dans un couple et sur lesquels d'ailleurs nous reviendrons. Et comment s'explique donc ce processus? En fait, ce processus part toujours de faits. Et que devez-vous comprendre par fait? Les faits, ce sont les actes, les gestes, les paroles ou les attitudes que chacun des partenaires a au quotidien vis-à-vis de l'autre. Une fois que le fait est là, s'ensuit l'interprétation du fait. Cela veut tout simplement dire l'opinion que chacun des partenaires a ou se fait des faits et gestes de l'autre. C'est le sens que chacun donne à ce geste, cet acte, cette parole, cette attitude que l'autre a eue vis-à-vis de lui. C'est cela l'interprétation du fait. Mais suivant l'interprétation donc de l'acte, du geste, de la parole ou de l'attitude de l'autre, il peut être perçu donc, vu ou considéré comme une insulte, une humiliation, un dénigrement, un refus, un manque de respect, manque d'attention et pire que cela. Malheureusement, comme le soulignait Christian Godefroy, nous déformons les faits par notre interprétation. Or, avec l'interprétation du fait survient le ressenti, c'est-à-dire le sentiment ou l'émotion suscitée à chacun par l'opinion qu'il se fait, la pensée qu'il a au sujet des faits et gestes de l'autre ou même de sa personnalité. Et ce ressenti peut revêtir la forme de colère, de honte, de jalousie, de malaise, etc., qui engendre une certaine douleur dans l'âme. Il va dès lors naître la réminiscence du fait. Cela signifie qu'on va passer un certain temps à ruminer, remémorer, revivre les scènes de paroles, d'actes, de gestes, qu'on prend comme humiliants, blessants, s'arrêtant sur les émotions douloureuses que cela nous a suscitées, etc. Le problème est que plus vous ruminez, plus vous gravez en votre mémoire la douleur, créant ainsi inconsciemment un schéma de pensée et d'émotion qui va déterminer, désormais vous régir et vous faire agir envers l'autre ou réagir à ses faits et gestes envers vous, comme si vous étiez programmé à toujours ainsi agir ou réagir envers lui sans plus vous rendre compte ou sans avoir le pouvoir de faire autrement. Le problème, c'est que la relation amoureuse, comme toute autre forme de relation d'ailleurs, est beaucoup plus de la communication émotionnelle. Nos telles actions suscitent de part et d'autre des émotions qui peuvent être agréables ou désagréables. Inconsciemment, donc, nous donnons et recevons de l'émotion. Et la qualité de la relation est beaucoup plus fonction de la qualité et de la quantité ou régularité des émotions positives ou négatives partagées en son sein. D'ailleurs, le bonheur tout comme le malheur ne sont-ils pas des ressentis? On vit, on se sait goûter à la vie par le ressenti. Et en réalité, comme le disait David Koumsi, la vie se vit, elle ne se pense pas. Ce qui fait sa richesse est souvent limité avec nos pensées. La vie est une aventure réelle. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent au plus profond de nous.
La vie est une expérience sensorielle et non pas uniquement intellectuelle. Imaginez la différence entre être profondément amoureux de quelqu'un, de ressentir dans tout votre corps une sensation spéciale, et le fait d'en parler simplement. Fin de citation. C'est pour cela que Napoléon, il a osé, c'est pour cela que Napoléon, il a osé affirmer ceci, je cite, est un homme mort, bien qu'il paraît vivant, celui dont la vie n'est pas transportée par l'amour. Son cas est désespéré. Mais comment être continuellement transporté par l'amour si l'on n'arrive pas à rompre avec le cycle de conflits, de blessures et de douleurs dans votre relation amoureuse? Cette émotion est ce qui vous anime, ce que vous contenez. En cultivant donc de l'amertume, la douleur, l'apitoiement sur soi, qu'aura-t-on à transmettre à l'autre si ce n'est que cela? Pire, lorsqu'on se sent mal, ne veut-on pas inconsciemment que l'autre aussi se sente mal parce qu'on pense surtout que c'est à cause de lui qu'on est dans cet état? Et alors, on fait tout pour qu'il le soit par les paroles, les actes, les gestes, les attitudes, etc. On ne peut plus se retenir, convaincu que seule la vengeance peut nous guérir. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un effet boomerang. Ce qu'on aimait, c'est cela qu'on va recevoir. Et le plus souvent, beaucoup plus fort qu'on a offert à l'autre. Quelqu'un a dit que la réaction est toujours plus forte que l'action. Pourquoi ne pas faire donc en sorte que cette douleur se limite à nous et ne pas l'exporter, ne pas en contaminer autrui, en déstabilisant l'autre? Ne contribue-t-on pas davantage à notre propre déstabilisation intérieure? Autant dire que la communication, l'échange a une dimension inconsciente et c'est malheureusement cette dimension qui détermine tout le reste. Ce qui remplit notre homme intérieur, ce que nous disons au sujet de notre partenaire de vie, c'est ce qui engendre ce que nous ressentons à son égard. C'est cela qui produit les émotions éprouvées. Et ce sont bien ces émotions qui forment l'énergie que nous échangeons avec notre partenaire de vie. Si donc elle est négative, elle aura des effets négatifs et cela nous reviendra bien décuplé. Comme le disait Jacques Canfield, les émotions engendrent l'énergie qu'on déploie. Fin de citation. Cette énergie dont nous vibrons intérieurement est notre état d'âme, notre état émotionnel. Et elle est dégagée par notre être. Elle est émise par notre cerveau et l'âme de notre partenaire peut la capter, la ressentir. Pour avoir donc une communication de qualité, un échange qui satisfait, il vous faut d'abord être à même de créer le bon état d'âme, le bon état mental et émotionnel. On nous reviendra d'ailleurs dans les modules 4 et 5 de notre formation. Et plus on le fait, plus on éprouve les sentiments et les émotions qui deviennent de plus en plus forts, de plus en plus profonds et qui se sédimentent. Et plus la douleur est grande, permanente, parce qu'entretenue et amplifiée par notre imagination. Et comme le disait Amadou Kourouma, Amadou connaît du moins dans les Flaques de Binto, imagination, tu nous mènes tous dans la misère après avoir entretenu en nous des images irréelles et trompeuses. Et la suite, il s'en suivra un changement de vision, et cela à 3 niveaux. D'abord, une vision de soi. On se verra comme un malheureux, un raté. Au deuxième niveau, nous aurons un changement au niveau de notre vision, de la vision de notre partenaire de vie. On le percevra comme mauvais, égoïste, orgueilleux, etc. Troisième niveau de changement de vision, la vision de la relation amoureuse. On verra la relation amoureuse comme impossible à réaliser, comme un cimetière de l'amour, comme une sorte de prison où vous êtes privé de votre liberté. Et quelle est l'autre étape? Évidemment, ce n'est pas fini. Il s'ensuit le renforcement de la douleur et la fixation de la souffrance. Ça devient une chose acquise. Le cycle infernal, conflit, blessure et souffrance s'installe alors dans le couple. De là naît la perte de l'harmonie intérieure. On devient incapable d'être calme, incapable de penser ou de raisonner objectivement. On est intérieurement dispersé et incapable d'avoir une vie bien centrée. Le pire des cas, c'est le désordre psychique qui s'invite et on perd le contrôle de sa vie, on se résigne ou l'on met fin à sa relation. Alors je vous pose la question, qui blesse qui? Qui croyez-vous est responsable de vos blessures, de vos douleurs et de vos souffrances? Une chose est certaine, que votre partenaire ait des actes, des gestes, des attitudes de nature à vous susciter des nausées, à vous saper le moral, toutes choses qui objectivement sont mauvaises, on ne peut le nier.
mais est-ce au fond cela qui vous blesse ou le sens que vous donnez à ces choses? Est-ce cela qui vous fait souffrir ou votre manière de les assumer? Est-ce cela qui vous blesse et vous fait souffrir ou l'attention que vous leur portez? Je ne tardais pas à découvrir pour ma part que c'est en moi que se trouvait le nœud du problème et non en mon épouse. Comme l'avait si bien révélé Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, je cite, « J'ai appris, répondit le Petit Prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. Les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui te font vibrer joie et plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration, car à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. C'est pourquoi, comme l'a bien vu Francis Deval, nous pouvons considérer que nos opposants, nos ennemis même, nous sont utiles juste puisqu'ils nous fournissent. Je reprends. Nous pouvons considérer que nos opposants, nos ennemis même nous sont utiles puisqu'ils nous fournissent les meilleures occasions de progresser. Fin de citation. Et ce n'est pas tout. J'ai pu observer que chacun des partenaires vient dans la relation amoureuse avec déjà des blessures. Pour certains, ce sont des blessures très profondes. Le drame, c'est qu'on croit que la relation amoureuse va guérir ces blessures. En fait, dans la réalité, c'est dans la relation même que ces blessures, dans notre interaction avec l'autre, ces blessures nous seront réveillées, nous seront rappelées. On s'en prendra donc, dans ces cas, à son ou à sa partenaire de vie, ou même à la relation amoureuse, croyant à tort que ce sont eux les auteurs de ces blessures. Pour le psychologue Thierry Janssen, je cite, « L'autre ne nous blesse pas. Il nous révèle simplement que nos plaies n'étaient pas guéries. Nous avons cru que la rencontre avec un autre nous guérit. C'était une illusion, car la guérison ne vient jamais de l'extérieur. La relation avec l'autre est donc pour nous un révélateur de nos manques et de nos souffrances cachées. Croire qu'une relation, quelle qu'en soit la nature, peut nous faire oublier nos manques et nos souffrances est un leurre. Cela conduit inévitablement à la déception. En revanche, si nous envisageons nos relations avec les autres comme une opportunité de nous connaître, nous pourrons commencer à combler nos besoins et guérir nos blessures. Tant que nous nous berçons d'illusions que l'autre possède la clé de notre bonheur, nous restons dans un état de dépendance. L'autre représente une drogue dont le sevrage nous est intolérable. Le manque réveille notre souffrance, notre crainte et donc notre colère. Fin de citation. C'est ici une des belles phases de la vie du couple, un facteur de progrès et de développement de soi que j'ai pu apercevoir et qui m'a rassuré que j'étais sur la bonne voie, creuser sur ma responsabilité personnelle. C'est en se penchant dessus que je me suis rendu compte qu'il s'est établi entre nous un système de fonctionnement qui favorise les conflits, les blessures, les souffrances ainsi que la perte d'harmonie qui en résultait. Continuant de faire donc les recherches en dehors de ma relation avec mon épouse, pour corroborer mes découvertes, je tombais sur un livre de Jeanne Farmer, une psychologue française que je vais donc dès lors beaucoup citer dans le cadre de cette présentation. J'ai donc pu me rendre compte à telle enseigne ces démonstrations partant des trouvailles des pères de la thérapie familiale aux États-Unis coïncidaient avec ce que j'avais bien trouvé par mes observations, mon vécu, mais aussi par mes lectures, et qui m'ont beaucoup aidé à résoudre mes problèmes de blessures amoureuses et de perte d'harmonie intérieure. En plus donc de ces répondants que j'avais en moi, je me rendis aussi compte que ma manière de mener ma relation amoureuse ne pouvait que produire des conflits, des incompréhensions et des blessures. J'avais un fonctionnement amoureux qui résultait d'une certaine programmation provenant des idées reçues au sujet de la relation amoureuse. Elles ont forgé en moi une vision, excusez-moi, une conception de la relation amoureuse déterminant alors la manière problématique dont je la menais avec les résultats que j'avais. Comme le disait Wallace Wattles, la manière qu'a un homme de faire les choses est le résultat direct de la manière dont il pense aux choses. Ce que Schopenhauer a plus précisé en disant « Le monde dans lequel chacun vit dépend de la manière de le concevoir ». J'ai pu constater à tel point mon observation était juste lorsque j'ai vu des personnes dont certaines avaient plus de 80 ans me confier en allant parfois combien de blessures, de douleurs et de peines elles ont enduré et continuent d'endurer dans leur relation amoureuse, dans leur vie de couple.
Je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que des couples restent durables qu'ils sont pour autant harmonieux, apaisés, avec une relation amoureuse satisfaisante. Sommes-nous donc condamnés à ne connaître que des conflits et des blessures, à en perdre notre quiétude, à en être émotionnellement déstabilisés sans avoir la possibilité de changer les choses? N'y a-t-il pas donc un moyen de mener une relation amoureuse qui vous comble réellement comme on l'avait rêvé? J'ai refusé d'écouter donc mon entourage, de prendre pour acquis la sagesse des anciens qui veut qu'une relation amoureuse soit faite de conflits et de blessures cycliques, qu'on soit condamné à l'accepter comme tel et faire avec. J'ai refusé de croire que s'il y a des couples heureux, harmonieux et apaisés, c'est parce que ces personnes ont eu la chance de tomber sur des bonnes personnes et qu'en plus, ces sortes de couples sont rares. J'ai refusé de subir cela et de croire qu'il n'est possible de changer sa relation amoureuse du tout au tout. Pourquoi ai-je eu cette attitude? Parce qu'au fond de moi, je ressentais que mon âme refusait et me disait que c'est possible de connaître une relation amoureuse apaisée, harmonieuse et satisfaisante. Sinon, pourquoi y aspire-t-elle? Cette soif de mon âme était pour moi comme une sorte d'indication qu'elle peut être étanchée, satisfaite. C'est alors que je me suis souvenu de quelques idées à ce sujet que j'avais lues dans Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, mais aussi dans le livre Devenir riche est une science exacte de Wallace Walton. Tous deux affirment que nos désirs sont la preuve qu'ils sont réalisables. L'aspiration de notre âme, sa soif, son cri, est un signal que c'est bien possible. Elle ne peut désirer que ce qui peut être accompli, réalisé, créé par nous-mêmes et pour nous. Pour Wallace Walton, le désir est simplement la capacité par une vie plus grande à chercher sa réalisation. Chaque désir est l'effort d'une possibilité inexprimée d'aboutir à l'action. C'est la puissance cherchant à se manifester qui cause le désir. Fin de citation. Quant à Napoléon Hill, il affirme ceci: par un étrange et puissant processus de chimie mentale que la nature ne nous a jamais dévoilé, le secret, nous pouvons découvrir qu'un désir ardent abolit l'impossibilité et l'idée même de l'échec. Point de citation. Beaucoup de personnes ont compris qu'en réalité tout est question d'attention, de présence, de soin, et qu'il faut avoir une telle attitude vis-à-vis de la relation amoureuse. Malheureusement, faute de connaissances, de savoir-être et de savoir-faire, elles ont fini par accepter les fausses idées comme acquises, comme vérité, avec le prétexte que leurs expériences les confirmaient bien. Et c'est triste. À partir de mes découvertes, je me suis senti comme investi donc d'une mission. Et j'ai compris que je dois impérativement réaliser une vie amoureuse apaisée et harmonieuse. Pas seulement pour moi, mais aussi pour des milliers, voire des millions d'autres personnes, parce qu'elles auront besoin de voir et de suivre un modèle, d'être inspirées, d'emprunter une voie qui a du cœur pour à leur tour réaliser la relation amoureuse de leurs rêves de toujours. Reprendre confiance en elles et en la vie amoureuse. Ne plus, pour certaines d'entre elles, vivre dans la hantise à l'idée de se marier et de ne savoir comment mener une relation amoureuse apaisée, harmonieuse et satisfaisante. J'ai compris qu'il se pourrait même que ce soit aussi un des meilleurs legs à ma propre progéniture. Et cela devient pour moi une vraie passion. Et pas seulement, mais aussi une cause pour laquelle je me bats. Je dirais donc absolument, je dois donc absolument participer à un monde meilleur en partageant ces expériences à travers une méthode afin d'aider bien donc de gens qui pourraient à leur tour aider d'autres. Comme le disait Gautama Bouddha, chaque pas que vous faites pour vous élever, chaque fois que vous vous élevez par la plus profonde expression de votre cœur, c'est nous tous que vous soulevez avec vous. Nous nous élevons pour vous rencontrer. Il est mieux de vous conquérir vous-même que de gagner des milliers de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne peut pas vous être prise, ni par les anges, ni par les démons, le paradis ou l'enfer. Fin de citation. C'est ainsi que vit la naissance de la méthode, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure. C'est donc le fruit d'une recherche acharnée de solutions et j'ai pu durant toutes ces années vérifier certaines choses.
un désir ardent, une volonté de ne rien lâcher, une attitude de pensée positive, c'est-à-dire une foi persévérante que la solution existe, finissent par vous ouvrir la voie à cette solution. C'est comme si tout dans l'univers se met alors à vous aider ou à vous favoriser l'accès à ces solutions. Vous rencontrez comme par hasard des ressources, un inconnu qui se met à vous raconter sa vie et qui confirme vos trouvailles. Et souvent, un proche qui n'avait jamais apporté un tel aspect de sa vie avec vous se met à le faire et vous êtes aux anges parce que ce qu'il est en train de vous dire est simplement des révélations confirmant vos découvertes. Vous pouvez rencontrer une émission, comme par hasard, à la radio, un film sur une chaîne ou un documentaire qui tombe au bon moment. J'ai vécu et vis toujours de pareilles choses qui me rappellent cette affirmation de Goethe, ce poète, et je vous le cite: tant que vous ne vous êtes pas engagé, persiste l'hésitation, la possibilité de se retirer, et toujours, dès qu'il s'agit d'initiative ou de créativité, une certaine inefficacité. Il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a déjà miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux. C'est que dès l'instant où vous vous engagez, la providence intervient elle aussi. Toute une série d'événements jaillissent de la décision comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le. L'audace donne du génie, de la puissance, de la magie. Commencez maintenant. Fin de citation. J'ai bien pu à plusieurs reprises vérifier cette déclaration du poète, ainsi que celle de Christian Godefroy, qui lui disait que résoudre des problèmes est une attitude de pensée positive. Fin de citation. C'est indéniable. Choisir de se concentrer sur les solutions que de se centrer sur ses déboires. Ces frustrations n'a d'égal à trouver les solutions idoines. Et c'est bien une des 11 lois du succès décrites par Anthony Robbins dans son livre Les 11 lois de la réussite. On se rend même compte que bien des principes de succès dans d'autres domaines de la vie peuvent s'appliquer à la relation amoureuse et produire des résultats très satisfaisants pour peu qu'on sache les adapter à ce domaine-ci aussi de notre vie. La méthode, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure est bien le fruit d'une telle démarche. C'est le produit de mes nombreuses recherches, trouvailles, expérimentation et partage. Ce n'est donc pas juste de l'information, mais une expérience de vie. Car, comme le disait Albert Einstein, la connaissance vient de l'expérience. Le reste n'est que de l'information. C'est un chemin qui a du cœur, qui a du cœur parce que vivant, plaisant, agréable, fun, simple, avec des résultats ultra rapides pour moins d'efforts. Vous le constaterez par vous-même dès que vous y accéderez. D'ailleurs, j'ai pu expérimenter qu'on peut vivre paisible, heureux, en harmonie avec soi-même et croquer la vie à grandes dents au sein même d'une relation amoureuse sulfureuse, bancale, où on est dénigré, insulté ou subissant n'importe quel mauvais traitement. C'est aussi ce à quoi vous allez accéder et vous allez voir que ce n'est même pas compliqué. C'est vraiment simple et fun. Par contre, on acquiert une capacité à ne plus se sentir blessé, à ne plus être rempli d'amertume et poussé par ses émotions, d'entrer en conflit difficile à arrêter une fois qu'on les a enclenchés. J'ai aussi expérimenté qu'on peut demeurer toujours amoureux de son partenaire de vie en dépit de la manière dont il nous traite. Et c'est là un grand pouvoir de guérison émotionnelle et d'énergie positive. C'est vraiment sympa tout ça, non? Vous l'expérimenterez vous aussi une fois que vous accéderez à cette méthode. J'ai expérimenté qu'on peut choisir de répondre aux faits et gestes de notre partenaire de vie par des faits et gestes de qualité que nous aurons voulu réellement parce qu'on y va de manière pleinement réfléchie sans que nos émotions ne puissent nous dicter notre conduite. Sans que nos émotions ne puissent nous dicter notre conduite. J'ai expérimenté aussi que c'est bien possible qu'on n'arrive pas à changer certaines réalités. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours changer la manière dont ces réalités nous affectent. On peut toujours changer la manière dont on va assumer cette réalité. Car c'est beaucoup plus la manière d'assumer ces réalités qui nous cause blessures, douleurs et perte d'harmonie intérieure que ces réalités elles-mêmes. Cette méthode met donc à nu un système de fonctionnement inhérent à chaque relation amoureuse qui est à la base des conflits, des blessures et de la perte d'harmonie intérieure et révèle en même temps par là la voie par laquelle donc
s'en sortir. Elle privilégie l'approche systémique dans la recherche de la résolution des conflits dans le couple, tout aussi bien que le processus de guérison des blessures amoureuses. Elle s'écarte donc de l'approche linéaire qui, elle, se concentre sur le rapport cause à effet qui nous renferme toujours dans un cycle de conflit parce que personne dans ce processus ne se reconnaît coupable tellement il est impossible de voir jusqu'où et surtout en quoi on l'est. Chacun jette la responsabilité sur l'autre avec la conviction qu'il en est vraiment ainsi. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est tout simplement que l'approche ne convient pas. Par contre, l'approche systémique, elle, vous permet de prendre conscience de l'existence d'un système de fonctionnement que vous ainsi que votre partenaire ont chacun à part égale contribué à édifier et qui détermine la manière dont chacun agit envers l'autre ou réagit à l'autre. Et c'est donc ce système qui est à la base de vos conflits ainsi que des blessures et pertes d'harmonie intérieure qui en résultent et qu'il faut impérativement changer pour éliminer ces blessures et renouer avec la quiétude, la paix ou l'harmonie intérieure. Pourquoi est-ce un problème donc de système de fonctionnement? Comment ce système de fonctionnement arrive-t-il à se mettre en place au sein du couple et comment le changer? Nous parlons de blessures et de perte d'harmonie intérieure et surtout comment éliminer ces blessures et renouer avec notre harmonie intérieure. Toutes ces choses sont les conséquences de nos conflits. Trouvez donc comment nos conflits sont engendrés et comment les hériter serait la tâche primordiale et sage. Or, ces conflits sont le fruit de la manière dont fonctionne le couple. Il existe un système de fonctionnement propre à chaque couple. Ce système de fonctionnement part de la manière dont chacun des partenaires fonctionne. Cependant, un couple est avant tout une question de relation. Or, une relation est un état où deux organismes ont une réponse ou une réaction l'un à l'autre, comme le laisse entendre Walter Smith, un des pères fondateurs de la thérapie familiale aux États-Unis. Chacun, par sa réponse ou sa réaction à l'autre, contribue à l'édification de ce système de fonctionnement. N'ayant pas chacun apparu sur terre ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, mais issu de parents et par extension d'une famille, il se trouve que le fonctionnement propre de chacun des partenaires s'explique en grande partie par la façon dont ses parents fonctionnaient au sein de leur couple et même par sa position personnelle au sein de cette famille. Et c'est ce qui l'a influencé, ce qui le définit en grande partie, ce qui fonde son identité, ce qui fonde qui il ou elle est, sa personnalité et plus précisément sa personnalité amoureuse. Cette identité est ce qui nous diffère des autres et qui fonde notre relation et surtout la manière dont nous agissons et réagissons au sein de nos relations en général et en particulier au sein de notre relation amoureuse. Malheureusement, cette identité est rarement bien affirmée dans notre famille d'origine et par conséquent, notre différence avec nos proches aussi. Cela fait que dans nos différentes personnalités, il reste une part plus ou moins grande d'indifférenciation, c'est-à-dire une zone de fusion émotionnelle d'avec les membres de notre famille, d'avec nos proches. C'est là où nous ne sommes pas en mesure de rester nous-mêmes quand notre proche se sent mal. Là où nous ne voyons pas notre responsabilité dans ce que nous vivons, rendant les autres responsables de notre état émotionnel, par exemple, notre joie, notre bonheur ou notre malaise. C'est là où nous sommes susceptibles de nous sentir coupables de l'état émotionnel de l'autre et même de la manière dont il se comporte vis-à-vis de nous. On n'est pas à mesure de nous distinguer dans la relation ou de distinguer dans la relation qui est responsable de qui. C'est une zone où notre différence n'est pas perceptible, une zone de confusion. Et la psychologue française Jeanne Farmer, partant des trouvailles d'un des pères fondateurs de la thérapie familiale en Amérique, notamment Murray Bowen, démontre que cette part d'indifférenciation à chacun fait qu'il reste en lui une part d'infantilité. Chacun donc des partenaires étant entré dans la relation amoureuse avec une part d'indifférenciation, de fusion émotionnelle, dans ses réactions à l'autre, va contribuer à édifier et consolider un système de fonctionnement du couple. Or, puisque cette part vient de l'héritage familial de chacun, il se trouve que notre relation dans notre famille d'origine ayant été une relation de proche à proche,
a été régi par l'anxiété. Par exemple, un enfant s'entend dire par son père ou sa mère, tu n'aurais pas dû te comporter ainsi, c'est bien fait pour toi, tu n'aurais pas dû parler ainsi, tu l'as bien mérité, tu n'aurais pas dû me mettre en colère, c'est à cause de ton tel comportement que je me sens ainsi, etc., etc. C'est ainsi donc que déjà tout petit, on apprend qu'on sera tenu pour responsable des états émotionnels et même des comportements de nos proches sous peine de réactions négatives. Dès lors, on est anxieux à l'idée de comment exprimer ce qu'on ressent ou se comporter face aux états émotionnels de nos proches ou face à leur période de difficulté. Donc déjà tout petit, on est régi par l'anxiété dès qu'il s'agit donc d'une relation de proche à proche. En outre, on apprend à adopter des attitudes et des comportements propres à ne pas afficher trop notre point de vue, à nous garder d'avoir tel ou tel comportement ou attitude contrariant. Et c'est ainsi qu'on apprend à nier ou cacher notre différence d'avec nos proches autant que l'on le peut, en toute situation. Dès lors, dans la construction de notre identité, on crée une zone d'indifférenciation, c'est-à-dire une zone où on reste en fusion avec les autres. Cette zone est celle où, inconsciemment, on refuse d'assumer la responsabilité de notre vie dans certains de ces domaines ou en tous ces domaines. Et cette règle du jeu dans la relation est acceptée comme étant dans la nature des choses déjà tout petit. Dès lors, la relation avec nos proches à l'origine n'a été que régie par l'anxiété, l'angoisse ou la peur. Une relation où on n'est jamais complètement soi-même. Cela fait que les actions et réactions les uns envers les autres sont en réalité une réponse à cette anxiété. C'est pourquoi elles sont rarement objectives, lucides et réfléchies, par conséquent irresponsables. Ce qui donc ne peut que favoriser les conflits et les blessures cycliques. C'est notre héritage familial qui, au fond, est véritablement le socle même du problème. C'est pourquoi, selon Murray Bowen, cité par Jeanne Farmer, l'anxiété est à la base de beaucoup de nos comportements et de nos problèmes. Soyons plus explicites. Selon Walter Smith, psychologue et thérapeute familial américain que j'ai déjà cité plus haut, une relation est un état où deux organismes ont une réponse et une réaction l'un à l'autre. Devant un étranger que nous croisons dans la rue, nous n'avons que peu ou pas de réaction. Vis-à-vis de nos colères de travail, nous réagissons davantage. Face aux membres de notre famille, nous sommes très réactifs, très sensibles à leur état, à leur action, à leur humeur, à leur communication verbale et non verbale. Nous sommes affectés par eux. Ce qui fait que quand ils vont mal émotionnellement, quand ils sont anxieux, déprimés, en colère, frustrés, nous devenons nous-mêmes anxieux. Nous sommes alors tentés de faire quelque chose pour qu'ils se sentent mieux au plus vite, même si notre solution n'est pas la meilleure à long terme. Il y va de notre confort, de notre sérénité. Fin de citation. On a du mal à rester soi-même dans une relation proche. On a du mal à laisser les autres aussi rester eux-mêmes. On attrape leurs émotions, et les nôtres aussi déteignent sur eux. On est déstabilisé. Et pire, on déstabilise. La relation est ainsi donc régie par l'anxiété. Anxiété qui se transmet alors de personne à personne. Et cette transmission, cette contagion émotionnelle s'explique par la façon dont notre cerveau est structuré. En effet, à la base de notre tête, à l'arrière, à l'intérieur, il y a une structure semblable au cerveau du reptile. Il est appelé donc cerveau reptilien et a pour fonction de contrôler toutes les fonctions automatiques du corps, c'est-à-dire les battements du cœur, la respiration, ainsi que l'instinct ou réflexe de survie. Autour de ce cerveau reptilien apparaît une autre structure qui correspond au cerveau des mammifères, appelé système limbique. Il est le siège des sentiments, des émotions, comme la colère, la joie, la peur, l'affection, etc. Donc, ces deux systèmes, le cerveau reptilien et le système limbique, forment 15% du cerveau et sont liés entre eux par de nombreux neurones. Ceci explique pourquoi Murray Bowen aborde la famille comme un système émotionnel en parlant de ce qui se passe à ce niveau de notre être
et qui favorise des comportements qui sont réglés par ces structures primitives de notre être. Les 85% restants du cerveau s'appellent néocortex. Et c'est là que se situe la capacité de réfléchir, de résoudre des problèmes, d'avoir de la créativité et surtout d'être conscient de soi. C'est cette partie de nous qui nous permet de sentir tout en étant conscient de la nature du sentiment qui nous anime et dont par conséquent on peut dire je stresse, je suis en colère, je vais m'exploser, etc. Cette partie nous donne la capacité de ressentir nos émotions tout en gardant la force de régler nos comportements suivant nos croyances, nos valeurs, c'est-à-dire nos principes de vie. Et cette capacité de réguler notre conduite d'après nos principes à dominer les parties inférieures de notre cerveau par le cortex est d'après Madame Farmer appelée par Bowen la différenciation de soi. Cela consiste, c'est-à-dire c'est de la différenciation de soi ou la maturité dans la relation, cela consiste en premier lieu à bien faire la part entre nos émotions et notre réflexion, puis notre capacité à être maître de notre comportement par la réflexion. Cela signifie une capacité à éprouver les émotions telles qu'elles sont, tout en ne leur permettant pas de nous dicter aveuglément notre conduite. En second lieu, la différenciation de soi démontre cette capacité à ne pas subir et nous comporter selon les influences de nos proches, être et faire selon leurs désirs et leurs besoins. On peut alors rester calme quand l'autre est troublé. On n'attrape pas leurs anxiétés. Et c'est là une très bonne chose, parce que l'anxiété bloque l'activité du néocortex et nous livre à la merci de la partie reptilienne et limbique de notre cerveau, siège des fonctions automatiques et réflexes de survie, ainsi que des sentiments et des émotions. Et là, nous sommes plus aptes à réfléchir et à nous adapter aux circonstances. Et ainsi, on devient prisonnier de comportements répétitifs. Même si nous constatons que cela ne résout pas nos problèmes, on a du mal à rompre avec. C'est là le problème, c'est là le socle même de comportement infantile ou irresponsable. C'est là le socle de l'incapacité de bien assumer la responsabilité de sa propre vie. Mais comme le dit bien Madame Farmer, plus nous sommes différenciés par contre, plus nous possédons une certaine autonomie émotionnelle qui nous permet de réfléchir face à nos proches. Même quand ces personnes sont stressées, nous avons une plus grande capacité à décider de notre conduite selon nos convictions au lieu de chercher le soulagement à n'importe quel prix. Et c'est cela la maturité dans les relations. Lorsqu'on parle de maturité d'ailleurs, on s'aperçoit qu'elle est plus facile à décrire qu'à définir. C'est dans la relation aux autres. C'est dans la relation aux autres, action, réaction, qu'elle est perceptible. La maturité, en effet, est fondée sur la responsabilité de soi et la capacité à laisser les autres assumer la responsabilité de leur vie. Malheureusement, ce n'est pas ce qui nous arrive dans la plupart du temps dans notre manière d'être et de faire au sein de notre relation amoureuse. Donc la maturité, la différenciation, elle est liée à notre capacité à réguler notre réactivité, c'est-à-dire notre conduite sur nos convictions au lieu de réagir selon nos émotions et nos instincts d'autoprotection. Elle implique donc le discernement, c'est-à-dire le fait de savoir distinguer ce dont on est responsable de ce dont on n'est pas responsable, de savoir comment se conduire de manière sage, de pouvoir cerner nos motivations profondes tout aussi bien que celles des autres. L'idéal, selon Madame Farmer, serait donc d'arriver à une différenciation complète à l'âge adulte, un état où chaque personne serait apte à articuler ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent et laisser les autres faire de même sans éprouver le besoin de les changer, où elle saurait agir selon ses convictions personnelles et non par besoin de plaisir, de plaire. Éliminer vos blessures et atteindre votre harmonie intérieure reviendrait à travailler votre accroissement à tous les niveaux de votre vie. Cela consiste donc, dans un premier temps, à vous pencher sur vous, pour mieux vous connaître vous-même, vous comprendre, cerner vos propres besoins, vos manques, vos blessures, et comment vous participez personnellement à l'édification de ce système de fonctionnement problématique. En deuxième lieu, définir le plan d'action à mener pour votre accroissement, votre maturité.
l'approfondissement ou la poursuite de votre différenciation est amorcée dès l'âge de 8 à 9 mois. Et comment se passe ce processus qui mène à la différenciation? Pour le comprendre, il faut comprendre que tout commence dès notre bas âge, dès notre naissance dans notre famille d'origine. En effet, selon les psychologues, le bébé ne fait pas de différence entre lui-même, sa mère et son environnement. C'est dès le 8 à 9 mois qu'il commence à faire cette différence. À 2 ans, il affirme sa distinction par le refus d'obéir. Et ce processus de différenciation avec les autres se poursuivra jusqu'à l'âge adulte. C'est cette distinction de soi, cette conscience de sa différence avec autrui qui développe sa capacité à exprimer ses sentiments, ses opinions en toute liberté, tout en permettant à un autre d'en faire autant. Par conséquent, le degré de séparation de notre identité et la capacité qui en résulte d'être nous-mêmes dans nos relations proches appelle la différenciation de soi. Nous ne réussissons que partiellement cette séparation et le degré de différenciation dépend principalement de nos parents, car le degré de séparation d'avec eux, non pas physiquement, mais la capacité d'être nous-mêmes dans la relation est à peu près l'équivalent de leur degré de séparation d'avec nous-mêmes et eux-mêmes l'un avec l'autre. Voilà qu'est-ce qui est clair. C'est d'autant plus important de vous y mettre parce que une personne qui souffre est une personne anxieuse et elle fonctionne sur la base de sa programmation émotionnelle. Elle arrive difficilement à prendre du recul nécessaire pour s'observer et pour observer le système de relation dans lequel elle évolue pour comprendre ce qui se passe. Elle se blâme elle-même ou blâme quelqu'un d'autre. Elle n'a pas conscience du fonctionnement plus large du système et surtout pas de sa propre participation. Elle a tout simplement une approche linéaire, rapport cause à effet. Et dans cette approche, dans cette manière d'approcher sa situation, elle ne peut donc jamais se rendre compte de sa propre responsabilité dans ce qu'elle vit. Et par conséquent, donc, elle ne pourra pas mener les actions nécessaires ou les actions idoines pour la résolution de ces problèmes. Quand on rentre dans un système, dans une approche de cause à effet, c'est-à-dire dans la recherche de cause à partir donc des effets que l'on voit, évidemment, on aura tendance à dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Si elle n'avait pas agi comme ça, je n'aurais pas telle émotion, je n'aurais pas telle réaction. Donc, nous avons tendance à rejeter sur autrui la responsabilité de ses propres sentiments, de ses propres émotions et aussi de sa façon de réagir ou de se comporter face donc aux faits et gestes d'autrui. On montre ainsi qu'on est dépendant émotionnellement des autres. C'est-à-dire que notre état émotionnel dépend des faits et gestes d'autrui. Alors qu'en réalité, ça dépend de nous. Les autres sont responsables de leurs faits et gestes. Mais ce que nous en faisons, nous en sommes responsables. Nous ne sommes pas obligés d'être en colère. Nous ne sommes pas obligés d'insulter. Nous ne sommes pas obligés de taper. Nous ne sommes pas obligés. Non. Nous sommes responsables de notre état émotionnel ou aussi de notre réactivité. Mais l'approche donc linéaire ne nous permet pas de voir cela. Et nous sommes aussi en grande partie responsables de tout ce qui se passe parce que nous sommes participants. Il n'y a pas qu'une seule personne qui en relation, dans la relation. Il y a nous deux et nous avons notre part de responsabilité dans le déclenchement, dans l'enclenchement des conflits et des blessures qui en résultent. C'est donc impératif de travailler à cela, eu égard au fait que l'indifférenciation de l'un ou l'autre des partenaires suscite stress et angoisse, créant ainsi une dépendance émotionnelle énorme. Et comme le dit Mme Farmer, si ce stress est suffisamment élevé, ou si un stress extérieur vient s'y ajouter, l'anxiété se manifeste de l'une des manières suivantes. Soit un conflit ou une distance dans le couple, soit un symptôme chez l'un ou l'autre des partenaires, c'est-à-dire une dépression, une addiction, un problème de comportement, un problème psychologique ou une maladie physique, soit une focalisation sur un enfant qui produit un symptôme chez l'enfant. Quand l'anxiété se manifeste par un conflit dans le couple, cela se construit comme une sorte de cercle de jeu
auquel chacun des partenaires participe, soit en surfonctionnant ou en sous-fonctionnant. Dans le cas de surfonctionnement, l'un fait pour l'autre ce dont ce dernier est capable de faire ou peut apprendre à faire. Il assume des responsabilités à la place de ce dernier et alors se crée une différence dans le niveau de compétence et de confiance. Dans ce système de surfonctionnement, sous-fonctionnement, l'un se plaint tandis que l'autre se sent envahi. Les deux souffrent, mais aucun ne réalise jusqu'où il contribue à ce système de fonctionnement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ce système dans ce jeu de cercle où l'un surfonctionne et l'autre sous-fonctionne, c'est lorsque, par exemple, vous voyez dans un certain domaine que l'autre n'exerce pas, n'assume pas sa responsabilité, et que vous prenez sa place pour assumer la responsabilité qui lui revenait, alors que la personne pouvait apprendre à faire cela ou développer ses propres compétences. Mais comme vous le faites, la personne ne développera plus jamais ses compétences et demeurera donc dans un certain manque de confiance quant à assumer donc la responsabilité qui lui revient dans ce domaine précis de sa vie ou dans le domaine précis de la relation amoureuse. Et ce faisant donc, puisque vous avez pris sa place pour le faire, vous sous-fonctionnez, tandis que lui, il sous-fonctionne. Et qu'est-ce qui adviendra? Avec le temps, vous allez commencer à vous plaindre, tandis que lui, il se sentira envahi. Donc, vous deux, vous souffrez, mais aucun ne réalise jusqu'où il contribue à ce système de fonctionnement. Parce que si vous ne l'aviez pas fait et que vous l'aviez laissé réellement apprendre à le faire, vous ne sous-fonctionnerez pas et lui non plus ne sous-fonctionnerait. Donc, chacun participe à part égale à l'érection, à l'édification du système de fonctionnement du couple, soit en surfonctionnant ou en sous-fonctionnant. Pour vous donner un cadre de surfonctionnement, je vous cite celui décrit par Jeanne Farmer à propos d'elle-même, et je la cite donc: la mère poule couvre ses enfants, leur rappelant qu'il faut mettre un bonnet ou porter un parapluie, ainsi pour qu'ils partent à l'école à l'heure ou qu'ils fassent leurs devoirs alors qu'ils sont en âge d'en assumer la responsabilité. Par son anxiété, elle les garde dans une position d'immaturité, pensant à tout à leur place et les protégeant des conséquences naturelles de leur manquement. Par exemple, quand mes enfants étaient à l'école élémentaire, je me fâchais régulièrement pour les faire partir à l'heure alors qu'ils savaient lire l'heure. Ils étaient parfaitement capables de s'organiser pour partir en temps voulu, mais ils ne le faisaient pas car ils n'avaient pas besoin de le faire. J'étais là pour leur indiquer l'heure toutes les 5 minutes et pour les exhorter à se dépêcher. Cela empoisonnait nos matinées. J'avais peur qu'ils soient en retard et je faisais en sorte d'éviter cela. Le jour où j'ai compris que mes enfants seraient punis à l'école s'ils étaient en retard, j'ai cessé de surfonctionner sur ce point. J'ai laissé agir les conséquences naturelles appliquées par l'école. Mes enfants ont appris qu'il valait mieux être à l'heure. Ils ont assumé eux-mêmes cette responsabilité et acquis cette compétence. Fin de citation. Le fait d'être mature et donc responsable de soi inclut la capacité à ne pas intervenir dans ce qui relève de la souveraineté d'autrui, de son royaume à lui qu'est sa vie, et accepter de laisser sur autre la responsabilité de s'assumer. Autrement, on le prive d'occasion de grandir et il reste immature. Malheureusement, nous ne nous rendons pas compte jusqu'où nous sommes toujours, dans bien de cas, véritablement immatures. J'ai toujours l'habitude de dire d'ailleurs qu'il y a en chaque adulte une part d'infantilité et en chaque enfant, il y a une part d'adulte. Malheureusement, si la part d'infantilité en vous est plus grande que la part d'adulte, vous ne pourrez qu'avoir trop de problèmes dans vos relations, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans d'autres formes de relations. Autant nous devons aider, dit Madame Farmer, nos frères et sœurs, lorsqu'ils ont des fardeaux, autant nous devons veiller à ne pas porter leur charge. Sinon, nous les affaiblissons au lieu de les fortifier. Et comme l'a bien exprimé un auteur dont je ne me souviens plus du nom, si la nature nous permettait d'avancer dans la vie sans jamais rencontrer aucun obstacle, cela nous affaiblirait. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a un ou plusieurs domaines dans lesquels il surfonctionne ou sous-fonctionne dans sa relation avec l'autre. La personne qui surfonctionne croit dans certains cas qu'elle le fait par amour pour l'autre. Cela ne l'empêche cependant pas d'éprouver si souvent dans le même temps du ressentiment ou de la colère vis-à-vis de l'autre qui sous-fonctionne dans ce domaine-ci. Et cette colère est pourtant signe
qu'il existe quand même un problème de limite entre partenaires, soit parce que l'un est en train de trop faire pour l'autre, soit parce que le second est en train de trop faire pour le premier. Et tout cela est une preuve que chacun renforce l'autre, soit dans son surfonctionnement ou dans sa posture de sous-fonctionnant. Ainsi, chacun contribue inconsciemment à l'édification du système de fonctionnement du couple. Et c'est généralement la personne qui surfonctionne qui peut prendre l'initiative du changement parce que l'autre, de par sa posture, n'est pas disposé à changer. Ce jeu de cercle fermé peut prendre la forme de poursuite distance. Un des partenaires cherche la proximité, tandis que l'autre se sent étouffé et fuit la proximité. Mais quand l'anxiété prend la forme d'un symptôme sur l'enfant, quand l'anxiété prend la forme d'un symptôme sur l'un ou l'autre des partenaires, ce symptôme prend la forme de dépression, addiction à l'alcool, troubles psychologiques ou une maladie physique. Dans son livre S'accomplir pleinement, René Janssen fait remarquer à la page 11 que une étude menée aux États-Unis démontre qu'un Américain sur 10, âgé de 18 à 54 ans, souffre de graves problèmes d'anxiété. Les différentes études ont montré que l'anxiété liée au stress est le problème de santé mentale numéro 1 que rencontrent les Américaines juste après l'alcool chez les femmes. Ce symptôme peut même prendre la forme de pédophilie, d'adultère ou d'échec dans la vie professionnelle. Et au sujet d'échec professionnel d'ailleurs, Napoléon il disait que, je cite, « Mal choisir son conjoint, c'est une des causes les plus courantes de l'échec. Les relations entre deux êtres mariés sont très intimes. Si elles ne sont pas harmonieuses, l'échec viendra facilement. Les rapports maritaux seront une forme d'échec s'ils sont marqués par la misère, la tristesse et la destruction de tout signe d'ambition. » Fin de citation du moins. Si le symptôme dure dans le temps et devient une partie de la relation, souligne Mme Farmer, cela veut dire que l'autre conjoint prend l'habitude de compenser les manquements de celui ou celle qui exprime le symptôme. Et ce symptôme est en train alors de fixer l'anxiété dans le couple et devient dans l'esprit du couple le problème. Problème sans lequel le couple s'imagine que tout irait bien. La réalité est que le symptôme et la conduite compensatoire du partenaire sont une forme de cercle de jeu sur le fonctionnement, sous-fonctionnement. Prenons le cas pratique où donc le conjoint, le symptôme sur le conjoint, c'est l'addiction à l'alcool. Cela entraîne donc un certain délaissement de la famille et une certaine fuite de certaines responsabilités. Et l'autre va agir de sorte à compenser cela. Voilà pourquoi donc Mme Farmer dit que la réalité est que le symptôme et la conduite compensatoire du partenaire sont une forme du cercle du jeu sur le fonctionnement, sous-fonctionnement. Mais quand le symptôme, du moins, prend la forme d'une focalisation sur un enfant qui produit un symptôme sur l'enfant, cet enfant peut alors connaître des troubles de comportement et les parents vont cesser leur conflit pour se concentrer sur lui. Ou alors, l'enfant peut arriver que l'enfant devienne le bouc émissaire de la famille, celui qui est critiqué d'ailleurs, du moins pour tout. Comment donc résoudre de manière pérenne ces problèmes de fonctionnement qui sont source de bien de vos conflits, de vos blessures et de vos souffrances et perte d'harmonie intérieure? C'est vraiment simple. Il suffit de changer le système de fonctionnement problématique de votre relation amoureuse. Et vous savez que vous êtes deux à avoir participé et à toujours participer à son édification et son renforcement. Ne perdez jamais de vue une chose. Nous sommes à la fois victimes et acteurs de nos situations, jamais complètement l'un ou l'autre. Nous participons à un système que nous avons contribué à perpétuer. S'en sortir exige donc d'identifier la manière dont nous participons à notre situation et d'accepter la responsabilité du changement, puisque cela seul est à notre pouvoir, disait Mme Farmer. Cernez bien donc ce système de fonctionnement de votre relation amoureuse pour savoir comment le changer. Il s'agit d'avoir une hauteur de vue, d'avoir du recul, de la transcendance par rapport à ce que vous vivez, pour avoir une vision globale de ce système problématique,
le comprendre et ainsi savoir par où commencer et avec quels outils agir pour obtenir les résultats escomptés. À ce propos, d'ailleurs, Bernard Weber disait, je cite, « Mettez une bonne personne dans un mauvais système, le système gagnera toujours. » Ce n'est pas parce que votre partenaire de vie est mauvais ou que vous-même soyez mauvais que vous avez du mal à vous harmoniser. Vous êtes tous deux victimes tout simplement d'un système que chacun, par son fonctionnement personnel hérité de sa famille d'origine, a contribué à édifier et consolider avec le temps et qui est à la base de ces troubles. Il faut impérativement le changer. Il faut donc bien le comprendre avant toute autre chose. Or, comme disait toujours Weber, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Mais comment s'extraire d'un tout dont on est parti et pouvoir agir sur l'ensemble de sorte à produire le changement voulu? La méthode, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure, vous fournira les moyens à cet effet. Pour que change votre système de fonctionnement, l'idéal aurait été que tous deux, vous joigniez vos forces pour y travailler. Malheureusement, vu la situation, cette unité de vision et d'action ne peut être obtenue. C'est donc à vous de prendre l'entière responsabilité de provoquer l'arrivée de ces choses. Il va donc s'agir pour vous de travailler au changement, de travailler à votre propre changement, au changement avant tout de votre propre fonctionnement. Cela ne sera que si vous opérez une véritable transformation intérieure. C'est celle sur laquelle vous avez contrôle. Rien ne vous garantit que votre partenaire de vie soit prêt à travailler au changement de la situation. Parce que c'est une question de disposition, de don de soi pour le bonheur de tous. Et disons avec Madame Farmer que la transformation nécessite un effort qui dure dans le temps. Elle est plus difficile à acquérir, mais pose un meilleur fondement pour le reste de la vie et pour les générations à venir. Et parce que la transformation est difficile à acquérir, bien de gens ne s'y aventurent pas. Et pourtant, ils espèrent quand même connaître une relation amoureuse apaisée et harmonieuse. Notre effort, ajoute Madame Farmer, ne doit pas consister à changer quelqu'un d'autre. Cela reviendrait à maintenir la focalisation sur une autre personne. Mais nous sommes conscients que le système forme un tout et qu'un changement de notre part affectera le tout. Fin de citation. Dans son livre Les 11 lois de la réussite, Anthony Robbins écrit « Je m'aperçus très tôt que je ne pouvais pas aider les autres à changer avant d'avoir changé moi-même. Pour Jim Rohn, la seule façon dont les choses peuvent changer pour le mieux, c'est lorsque vous changez pour le mieux. On ne souhaite pas quelque chose de meilleur, on le devient. » Fin de citation. Pour cela, vous aurez besoin de pouvoir. Ce pouvoir pour moi est fait de deux piliers fondamentaux dont j'ai déjà évoqué plus haut. La sagesse et la puissance. Si vous avez l'un sans l'autre, vous verrez la réalisation de vos rêves vous échapper à chaque fois que vous vous en approchez. Un peu comme essayer de toucher la ligne de l'horizon. Plus vous vous en approchez, plus ça s'éloigne. C'est pourquoi Jim Rohn proclame que vous devez ou modifier vos rêves ou modifier vos compétences. Et je sais ce que vous allez choisir. C'est certainement de modifier vos compétences. Parce que ce pouvoir viendra peu à peu avec le développement de vos compétences. Compétences humaines, sociales, relationnelles, etc. Mais comme Rome ne s'est pas construite en un seul jour et que vous n'êtes pas sorti du ventre de votre mère en courant, vous devez avoir conscience qu'il va vous falloir de la patience, de l'attention et de la persévérance, etc. Et tout finira par se mettre en place. Ne pensez pas que ce soit impossible pour votre cas. Prêtez-moi encore plus d'attention et permettez-moi de vous répéter ce que Nelson Mandela aimait à dire, et je cite, « Vous pouvez changer la réalité par vos rêves, mais ne permettez pas à la réalité de changer vos rêves. » Je vous le répète, vous pouvez changer la réalité par vos rêves, mais ne permettez pas à la réalité de changer vos rêves. André Gide disait d'ailleurs, n'acceptez jamais un mal que vous pouvez changer. Vous n'avez pas à subir toute votre vie une relation amoureuse qui ne vous correspond pas, ou à vivre avec la peur de vous marier parce que vous manquez de confiance en vous quant à comment pouvoir mener une relation amoureuse apaisée et harmonieuse future. Comprenez une chose, ce n'est pas la peine de rompre une relation amoureuse que vous pouvez sauver parce que l'amour est plus profond que vous ne pensez. Vous êtes peut-être affolé par vos souffrances et vous croyez que rompre sera pour vous le soulagement absolu. Pour ma part, cela pourrait être votre pire erreur parce que les souvenirs d'amour ne s'effacent jamais. Ils guident et influencent bien après que la source stimulatrice s'est tue. Toutes les personnes qui ont éprouvé un amour authentique savent qu'il laisse des traces dans le cœur de l'homme. L'effet de l'amour est durable parce qu'il est de nature spirituelle,
disait Napoléon Hill. Je vous invite donc à aller plus loin avec moi dans votre désir de réaliser votre rêve d'adolescence, de mener une vie, une relation amoureuse apaisée et harmonieuse qui vous laisse la liberté de profiter des fruits de votre succès, de vos succès acquis après moult sacrifices dans bon nombre de domaines de votre vie. Accédez donc à la méthode maintenant. Elle est faite de 7 modules de contenu inédit pour votre guérison émotionnelle et votre harmonie intérieure, gage d'un pouvoir pour une relation amoureuse satisfaisante parce que apaisée et harmonieuse. Au module 1 donc, intitulé Clarifier votre relation amoureuse, vous aurez donné du sens à votre quête, trouver votre voie amoureuse, préciser votre intention, cerner votre besoin en rapport avec votre relation amoureuse et beaucoup plus encore. Pourquoi est-ce important pour vous d'éliminer vos blessures amoureuses et renouer avec votre harmonie intérieure? Est-ce pour reprendre le contrôle de votre vie amoureuse? Est-ce pour votre image sociale? Est-ce pour votre estime de vous, votre confiance en vous, en la vie et en l'amour? Est-ce pour enfin pouvoir croquer la vie à grandes dents en profitant paisiblement des fruits de votre succès durement acquis dans bien d'autres domaines de votre vie? Ce qui est certain, c'est que la clarification va vous permettre de bien vous coller à l'aspiration profonde de votre âme, ce qui va vous donner assez plus de force, d'énergie pour avancer dans la réalisation de votre quête, de votre rêve. Au module 2, intitulé « Quittez votre zone de conflit et de blessure », vous aurez donc comme contenu ce en quoi consiste cette zone de conflit, pourquoi vous en extraire et comment, l'unique clé dont il vous faut et comment vous en servir pour y arriver, les 4 phases de votre changement, de votre transformation. Au module 3, intitulé « Prenez soin de vous » en premier, vous aurez donc les raisons pour lesquelles il est important de le faire, de prendre soin de vous-même. Comme le disait Mathieu Bernard, les couples qui durent sont avant tout ceux dans lesquels chaque personne va bien ou effectue un travail sur elle-même pour aller mieux. Donc, comment apprendre à vous soigner émotionnellement? Comment pratiquer l'art de vous aimer? Pourquoi votre relation à la vie amoureuse contribue-t-elle à vos frustrations, conflits et blessures? Et comment vous reprogrammer pour trouver une meilleure condition mentale et émotionnelle qui favorise une relation apaisée, harmonieuse et heureuse? Comment retrouver vos principes et manifester plus de maturité dans votre relation amoureuse? Comment ne plus confondre vos problèmes personnels de ceux qui viennent purement de votre relation amoureuse? Comment éviter, autant que cela dépend de vous, tout ce qui vous suscite de sentiments ou émotions négatives ou destructifs? Module 4 s'intitule « Changer votre état émotionnel ». Vous devez comprendre une chose, vos blessures sont des ressentis. Pourquoi cette compréhension fait une énorme différence? Pourquoi vous ouvrir au grand amour favorise votre guérison rapide sur le plan émotionnel et comment y parvenir? Comment reconnaître et recevoir l'amour que l'autre vous donne et éviter ces sentiments de frustration qui peuvent conduire à des faits et gestes provoquant les conflits et les blessures? Pourquoi accorder à votre partenaire de vie sa liberté affective va vraiment aider à votre propre équilibre émotionnel? Comment apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne peut contrôler et connaître plus d'émotions positives? Pourquoi pratiquer la gratitude peut favoriser l'éclosion et le développement de votre bon état émotionnel? Comment surmonter les désenchantements amoureux et retrouver sa quiétude intérieure? Pourquoi un retour sur votre passé amoureux est-il important pour votre guérison émotionnelle et comment le réaliser de sorte à avoir les résultats désirés? Module 5, intitulé « Changer votre état mental ». Comme le disait Atkinson, nous sommes tous des produits de notre propre création mentale. Vous savez comme il est facile de susciter par la pensée un état d'âme mélancolique ou l'inverse, mais vous ne réalisez pas qu'un type de pensée répétée pendant un certain temps se manifestera non seulement dans le caractère, ce qui est certain, mais également dans l'apparence physique du penseur. Donc, dans ce module, vous aurez comment travailler vos opinions et vos perceptions, vos interprétations des faits et gestes, comment changer
et votre centre d'attention et pourquoi cela contribue grandement à votre, à votre pouvoir, à la naissance de votre pouvoir pour changer, développer vos compétences et changer donc votre système de fonctionnement problématique. Comment la question pourquoi peut vous sauver de bien de pétrin, cerner le processus mental et émotionnel qui conduit au conflit et aux blessures et comment le démanteler. Alors, intention et motivation, qu'est-ce que vous en savez? Au module 6, intitulé Réaliser votre harmonie intérieure et gagner en influence sur votre partenaire de vie, vous saurez donc comment supprimer vos antagonismes intérieurs. Devenez maître de vous-même. Qu'est-ce que c'est et comment le faire? Vivez centré et non dispersé. Établissez des limites pour vous tout aussi bien que pour votre partenaire de vie dans votre relation amoureuse. Pourquoi est-ce important? Pour votre harmonie intérieure et pour votre harmonie avec votre partenaire de vie. Exprimez vos besoins. Pourquoi et comment? Comment apprendre à vivre sa vie sans se soucier du qu'en dira-t-on qui perturbe l'harmonie et sabote la quiétude, la tranquillité intérieure. Le module 7 est intitulé Conservez vos acquis. Et pour y arriver, donc, 3 points sont essentiels, 3 éléments donc, sont essentiels. D'abord, s'éduquer continuellement. Pour Laurent Senon, ceux qui réussissent dans la vie sont souvent ceux qui investissent le plus dans leur éducation. Selon le premier ministre, un ancien premier ministre anglais, Benjamin Disraeli, d'une manière générale, celui ou celle qui est le mieux informé aura le plus de succès dans la vie. Pour Henry Ford, quiconque arrête d'apprendre est vieux, qu'il ait 20 ou 80 ans, mais quiconque continue à apprendre demeure jeune. La plus grande chose dans la vie, c'est de garder son esprit jeune. Quant à Confucius, il déclare, quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà, étudiez sans cesse du nouveau, alors vous deviendrez un maître. Fonctionner, le deuxième élément de ce contenu, fonctionner solution plutôt que problème. Ayez une autre manière de fonctionner mentalement, solution plutôt que problème. Vous devez bien sûr concentrer votre énergie sur la façon de modifier le cours des événements, sur des solutions à vos problèmes plutôt que de ressasser pourquoi les choses vont si mal, disait Anthony Robbins. Troisième élément de ce contenu, conservez vos acquis. Soyez bien engagé dans votre relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il faut savoir être présent, savoir porter de l'attention à sa relation et savoir donc demeurer actif dans sa relation et non pas réactif. Dès le moment donc où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche pour nous aider. La Providence se met également en marche pour nous aider à se mettre en œuvre donc toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que vous avez toujours voulu faire ou rêvé de faire, entreprenez-le. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie, disait Goethe. Que devez-vous faire maintenant? À ce stade, vous vous posez la question à savoir combien vous coûtera l'accès à la formation, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure. Savez-vous par exemple que je vous offre plus de 300 €? En fait, 394 € de bonus si vous rejoignez la formation, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure maintenant. Au bonus 1, il a intitulé Quel type de changement pour plus d'harmonie et de joie dans votre vie de couple. C'est une formation d'une valeur de 97 €. Ce dont a besoin bien de couple et peut-être même le vôtre pour connaître plus d'harmonie et par conséquent de bonheur en jouissant paisiblement de leur union, mais aussi chacun de son partenaire, c'est d'une transformation radicale de leur relation. Tout le bonheur du couple réside dans la qualité de la relation mari-femme. Pour cela, il arrive que chacun aspire et fait appel de tout son cœur à un changement. Personne ne se doute. Il faut un changement pour plus de concorde, pour bien se sentir, connaître le bonheur,
Mais voilà, vous ignorez par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut changer et comment le faire? Vous allez à travers cette formation donc trouver dans ce bonus, trouver réponse à toutes ces questions légitimes. Quelle est la seule manière pérenne et puissante d'obtenir de votre mari ou de votre femme un changement qui vous suscite pleine sensation de joie et apporte l'harmonie et la stabilité? Au bonus 2, bonus intitulé Comment surmonter le désenchantement de l'après-mariage, d'une valeur de 297 €. Vous allez donc comprendre que bien de gens sont entrés dans le mariage et beaucoup d'autres y entrent encore sans prendre conscience ou avoir pris conscience de cette crise qui survient juste après qu'on entre dans une relation conjugale. Ce faisant, ils y sont plus ou moins cueillis à froid et très peu savent comment y faire face. Le danger cependant inhérent à une telle ignorance est très énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai bien voulu vous offrir ce bonus afin de vous aider à plus connaître une relation amoureuse apaisée et harmonieuse, gage d'une vie intérieure stable qui facilite la jouissance des fruits de vos succès durement acquis dans les autres domaines de votre vie. Et ces deux bonus à eux de coûtent 394 €. Pourtant, vous n'aurez même pas à débourser 394 € pour la formation 7 étapes simples pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure. Vous l'aurez pour juste 297 €. Et plus, cette formation est garantie d'une façon inconditionnelle, satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. Vous n'aurez donc rien, aucun risque et tout à gagner. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis certain que la méthode 7 étapes simples pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure est ce dont vous avez vraiment besoin pour passer au niveau suivant de votre vie amoureuse. C'est donc ma responsabilité de tout faire pour que vous puissiez au moins essayer sans risque. Je vous montre la porte qui peut vous aider à réussir, à éliminer vos blessures amoureuses et à atteindre l'harmonie intérieure, à exploser vos résultats et à vivre l'aventure la plus excitante de votre existence. Mais je ne peux pas franchir la porte à votre place. C'est à vous de faire un pas. Votre aventure commence ici, en cliquant sur le lien bleu en bas de la vidéo pour accéder à la formation entière. Si cette méthode a fonctionné pour moi, j'en suis sûr, elle fonctionnera pour vous. Elle vous permettra de construire les fondations, les murs, puis le toit de votre guérison émotionnelle et de votre harmonie intérieure. Souvenez-vous de ce qu'avait affirmé Épictète. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Fin de citation. Sortez de ce handicap qui vous pourrit la vie et reprenez le contrôle de votre état émotionnel, votre état intérieur, votre relation harmonieuse. Imposez votre foi amoureuse. Réalisez-vous, évoluez. Vous pouvez le faire. Allez-y donc. Le lien est juste en bas de la vidéo. Il vous suffit de juste cliquer dessus pour accéder à toute la formation ainsi qu'aux 2 bonus offerts. Je vous dis donc à très bientôt dans cette formation, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure. Et souvenez-vous, celui qui prend des risques peut perdre de temps en temps, mais celui qui n'en prend jamais perd toujours. Merci bien et à très bientôt dans la formation, cette étape simple pour éliminer les blessures d'une relation amoureuse et atteindre l'harmonie intérieure. Merci de m'avoir prêté attention jusqu'ici.